Donc Cap Emploi va accompagner les personnes dont la problématique de santé peut être un frein ou avoir un impact sur leur emploi ou leur recherche d'emploi. Alors, le terme de handicap est assez large. Au sens de la loi, il s'agit de la limitation de l'activité ou de la restriction de participation à la vie en société, donc notamment le travail. Elle est subie en raison d'une altération durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions motrices, visuelles, auditives, mentales, psychiques, cognitives également, en raison d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Alors, dans le contexte professionnel, donc le handicap, la problématique de santé plutôt, entraîne des difficultés à réaliser certaines tâches au travail, mais elle peut également avoir un impact sur les collègues et créer des difficultés si cette problématique n'est pas exprimée ou discutée. Ça peut être source d'incompréhension parce que dans 81% des cas, il faut savoir que le handicap est de nature invisible. Voilà, donc la problématique de santé et sa probable incompatibilité avec le poste de travail peuvent être à l'origine d'arrêts de travail plus ou moins récurrents, plus ou moins longs. Et cet arrêt de travail est une période avant tout indispensable pour les soins, mais ça peut être également propice à la réflexion et à l'anticipation sur la suite, notamment au sujet de son avenir professionnel. Donc, je laisse la parole à Sabine qui va vous expliquer pour quelles raisons l'arrêt de travail peut être important. Ok, je te remercie Olivia. Donc, moi, je vais essayer de vous aider à répondre à la question pourquoi préparer ma reconversion professionnelle durant mon arrêt de travail. Parce que c'est un temps à part où il peut être pertinent d'anticiper. Alors, je vais utiliser beaucoup de fois ces mots, temps, anticipation. Et pourquoi anticiper? Compte tenu du contexte économique qui est aujourd'hui de plus en plus complexe et qui nécessite encore du temps pour élaborer et mettre en œuvre un projet de reconversion, l'évolution des métiers, le numérique, des besoins de compétences différenciées, ou des organisations de travail qui sont tendues, le chômage partiel. Donc tout ça, ce sont des éléments qui doivent être appréciés dans le cadre de cette préparation. Mais également, anticiper pourquoi? Parce que les outils qui peuvent être mis en place demandent également du temps de mise en œuvre, le temps d'avoir les accords et le temps de formaliser et de suivre ces outils. Et puis surtout, c'est un temps dédié, je dirais, à la personne, d'acceptation de la situation, des incidences du handicap sur sa vie personnelle ou professionnelle, et une réflexion sur son projet de vie de façon globale. Mais c'est également du temps pour se soigner. Alors là, je voulais revenir un petit peu sur une explication et l'évolution de la législation de l'assurance maladie par rapport au concept de l'arrêt maladie. Il fut un temps, l'assurance maladie estimait que je me soigne, je suis dans une logique en fait de rupture, mon contrat de travail est suspendu, j'ai le versement des indemnités journalières par la CPAM pour me permettre un retour à l'état de santé antérieur. Il y a eu un revirement de situation, enfin de logique. Pourquoi? Parce que les données statistiques en fait montrent qu'une personne sur deux en arrêt de travail depuis plus de 6 mois ne reprendront pas une activité professionnelle. Donc on est la CPAM, en tout cas le réseau assurance maladie, dans un objectif qui est de dire évitons une désinsertion professionnelle et permettons la mise en place d'actions pendant l'arrêt maladie qui sont couverts en fait, enfin sous couvert de l'accord de l'assurance maladie et notamment du médecin conseil.
Donc, il faut bien comprendre que toutes ces actions qui peuvent être mises en place sont sous couvert, effectivement, de l'autorisation du médecin conseil de la sécurité sociale. Alors, aujourd'hui, je me soigne et je peux préparer ma reprise dans cette logique de désinsertion professionnelle et je peux travailler sur mon projet, alors un maintien dans l'entreprise ou l'élaboration d'un nouveau projet professionnel qu'on appelle transition professionnelle en amont d'une reprise et éventuellement en amont d'un processus d'inaptitude si le médecin du travail vous déclare inapte sur votre poste de travail. Alors, je vais répondre à comment préparer ma reconversion durant l'arrêt de travail avec 4 notions clés. Je fais le point sur ma santé, je fais le point sur ma situation administrative, je fais le point sur ma situation professionnelle et je fais le point sur mon projet professionnel. Et à chaque fois, vous aurez le lien avec des partenaires clés qui vous seront très utiles dans l'ensemble de vos démarches. Alors, le premier point, c'est je fais le point sur ma santé. Avant tout, évidemment, je me soigne. Je suis les protocoles qui sont proposés par le médecin de suivi, les médecins de suivi, pour établir un diagnostic, des traitements. Et surtout, j'essaye de comprendre le rôle des médecins et la cohérence des discours médicaux. Vous avez face à vous, finalement, trois médecins que vous êtes susceptibles de rencontrer, que vous rencontrez. Alors, le médecin traitant, j'ai nommé médecin traitant, c'est le généraliste, ça peut être le spécialiste, ça peut être le chirurgien. C'est celui qui va délivrer votre arrêt de travail et qui va justifier de votre absence auprès de votre employeur. Celui-ci, il autorise ou non les plages horaires d'autorisation de sortie du domicile, chose très importante à avoir et à négocier avec lui lorsque vous voulez faire des démarches, par exemple se rendre chez un prestataire pour réaliser un bilan de compétences. Ce médecin traitant prolonge l'arrêt et il coordonne l'ensemble de vos soins et vous oriente vers d'autres professionnels. Vous avez également le médecin conseil de la CPAM qui, lui, a un rôle de contrôler les arrêts. Il va évaluer à terme aussi vos séquelles et il mettra fin à un moment donné ou un autre, fin à vos indemnités journalières par le biais de ce qu'il appelle une stabilisation, une consolidation de votre état de santé. Donc, et le dernier, le médecin du travail, lui est un acteur incontournable car lui seul pourra vérifier votre aptitude sur votre poste de travail à l'issue de votre arrêt. Donc, il est important et essentiel de connaître au moment opportun la position de ces 3 médecins par rapport à l'arrêt, de faire le point sur son état de santé, des conditions de reprise, du délai restant, de l'arrêt, de ses aptitudes restantes et d'anticiper sur la reprise. Une des difficultés, c'est que cette anticipation ne doit se faire ni trop tôt ni trop tard. Donc le timing, il est en fonction de variables, je dirais, inhérentes à l'individu et à la problématique santé. Je suis encore en soins, en rééducation active, ou alors mon état commence à se stabiliser et je dois enclencher une réflexion sur la suite et encore anticiper sur la décision du médecin conseil qui mettra à un moment donné fin aux arrêts. Et anticiper également sur celle du médecin du travail pour voir avec lui quelles sont les conditions de mon retour dans l'entreprise ou pas. Donc, je dois autant que possible encore anticiper et je peux surtout demander une visite de pré-reprise chez le médecin du travail. Alors, cette visite de pré-reprise, elle est possible pendant l'arrêt, elle n'est pas obligatoire, mais elle est fortement conseillée. Il s'agit d'une consultation qui est gratuite et qui peut être réalisée à votre demande, mais sachez que cette visite de pré-reprise peut être également enclenchée
par votre médecin traitant ou par le médecin conseil de la sécurité sociale. Donc, pourquoi et quand utiliser cette visite de pré-reprise? Le plus tôt possible, quand des difficultés sont prévisibles pour la reprise, qui permettront en fait une évaluation des aptitudes pour la reprise de travail. Et ainsi, dans un premier temps, en fonction de votre projet, favoriser le maintien dans l'emploi ou la reconversion interne. Donc, ce médecin vous apportera tous les éléments de compréhension en fait sur les conditions d'une éventuelle reprise, sur vos contre-indications médicales. Et là encore, ça vous permettra de vous projeter sur la suite et sur votre projet professionnel. Alors, petit mémo, c'est qu'il faut absolument venir dans le cadre de la visite de pré-reprise avec vos éléments médicaux, parce que le médecin du travail, lui, il n'a pas connaissance de votre arrêt. Hein. L'employeur ne l'a pas contacté pour lui dire qu'un tel ou un tel de l'entreprise est en arrêt maladie, et surtout, il n'a pas connaissance de votre problématique santé. Donc, il est important que vous puissiez venir chez lui avec l'ensemble de vos documents médicaux. J'ai ma souris qui bug. Je suis désolée. Voilà, je n'arrive pas à passer le. Deuxième point, je fais le point sur ma situation administrative pendant mon arrêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez également solliciter et voir une assistante sociale de la CARSAT qui joue aussi un rôle majeur dans la protection de la santé des assurés et surtout au niveau du risque de la désinsertion professionnelle. Alors, ils sont disponibles pour répondre à toutes vos questions. Quels sont mes droits? Quelle est la durée de mon arrêt? Elles sont disponibles pour résoudre des difficultés liées, par exemple, au versement de vos indemnités journalières. Elles sont disponibles également pour établir avec vous un diagnostic de votre situation personnelle et des incidences ou répercussions socio-professionnelles du handicap. Elles sont là également pour vous conseiller sur les démarches à réaliser. Elles vous parleront de nouveau de la visite de pré-reprise et elles pourront également vous orienter vers la MDPH pour établir une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Tout ça pour anticiper votre reprise et, in fine, avoir la meilleure aperçu de votre cursus, de votre projet, pour pouvoir mettre en place les actions nécessaires dans le cadre de cet arrêt, en lien avec l'ensemble des partenaires cités, et y compris le Cap emploi. Donc, il faut savoir également qu'en fonction des régions, l'assurance maladie a des outils qui sont mobilisables pendant l'arrêt. Et donc, cette mise en œuvre, je dirais, sera évaluée selon votre situation, selon votre projet, que celui-ci soit défini ou non, selon votre perception de la situation, toujours en lien avec le médecin traitant, le médecin conseil et le médecin du travail, et certainement Cap emploi pour la mise en œuvre de certaines actions. Donc, vous pourrez retrouver des bilans de remobilisation, des bilans de compétences, des essais encadrés. Alors là, je fais juste une petite parenthèse sur l'essai encadré, qui est un dispositif assurance maladie, mais qui vous permet de réaliser, pendant votre arrêt maladie, de réaliser une immersion dans votre entreprise d'origine et qui va vous permettre de vous tester, de tester vos capacités, la compatibilité du poste de travail avec vos capacités restantes, capacité de la personne, le besoin d'un aménagement de poste ou tout simplement rechercher des pistes sur un autre poste ou se rendre compte effectivement que le maintien finalement dans votre entreprise ne sera pas possible et qu'il faudra envisager ce qu'on appelle un reclassement externe. L'assistante sociale aussi pourra vous conseiller sur
la mise en œuvre du temps partiel thérapeutique ou d'une reprise d'un travail léger, voire même d'un contrat de rééducation professionnelle en entreprise. L'autre partenaire important, c'est bel et bien la maison départementale des personnes handicapées qui aura pour mission effectivement de vous lorsque vous aurez la possibilité de faire auprès de la MDPH une demande de la reconnaissance travailleur handicapé. Et si besoin, selon des conditions aussi très clairement définies, vous avez la possibilité de solliciter une prestation de compensation de handicap qui vous permettront de compenser des dépenses liées au handicap. Donc là, on s'adresse quand même à ce qu'on peut appeler un handicap prégnant, avec la possibilité de se faire aider pour, par exemple, l'accessibilité de son logement. Donc, c'est toujours quand même intéressant d'avoir cela en tête. Concernant, je fais le point sur ma situation professionnelle. C'est également ce moment important pour savoir comment je me situe avec mon employeur dans la situation contractuelle et relationnelle. Bon. Est-ce que je souhaite reprendre dans mon entreprise, sur mon poste, sur un autre poste? Est-ce que je veux ou est-ce que je peux acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles fonctions dans l'entreprise, ou est-ce que ma position semble claire et mon idée de reconversion exclut l'entreprise où je suis aujourd'hui? De préciser en fait ses tâches de travail, ses envies, son maintien en poste, un reclassement interne ou externe va nous guider dans les outils à mettre en place et qui seront mobilisés par l'assurance maladie, le service des services de santé au travail et le Cap emploi si vous êtes dans une démarche de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Alors, petit point aussi, je vous invite à garder le contact avec votre employeur ou des personnes en entreprise durant l'arrêt maladie. Bien souvent, lorsque nous intervenons en fait dans l'entreprise, on nous dit mais mon salarié est en arrêt, j'ai plus de nouvelles, il travaillait ici depuis 15 ans et je ne sais pas ce qui se passe. Il m'envoie les arrêts par la poste et j'ai pas de nouvelles. Et inversement, quand on prend contact avec le salarié, celui-ci nous dit ouais, mais ça fait 15 ans que je suis dans cette boîte, je suis en arrêt, personne ne prend de mes nouvelles. Donc on sent bien que l'un et l'autre, évidemment, sauf difficultés particulières ou conflits vraiment violents, il est véritablement important que vous puissiez l'un et l'autre vous donner des nouvelles. Et ce contact, en fait, est précieux parce qu'il y a certains outils qui ne sont mobilisables qu'avec l'accord de l'employeur. Je vous parlais tout à l'heure de laisser encadrer. Bien évidemment, l'employeur devra donner son accord. De même, si vous vous projetez dans une action de formation, une formation qualifiante, il faudra bien également qu'à la reprise, votre employeur vous donne une autorisation d'absence pour aller réaliser cet employeur. Donc, autant faire se peut, faire en sorte que les relations soient correctes. Alors, quand je vous dis aussi prendre contact avec votre employeur ou inversement, il ne s'agit pas de lui téléphoner toutes les semaines, mais de donner de temps en temps de vos nouvelles. Et je ne vous dis pas également qu'il faut parler de votre problématique santé, de votre pathologie, mais bien commencer à voir avec lui quelles sont les répercussions en fait et les effets de ma situation de santé sur mon projet professionnel, quel qu'il soit. Et comment moi, employeur, je peux accompagner également mon salarié dans cette reprise ou dans ce changement de vie et ce nouveau projet professionnel. Donc, cette étape, c'est très important et ça vous permettra d'avancer pour avoir une vue en fait vraiment fine
des possibilités réelles ou pas dans l'entreprise et de pouvoir ainsi vous projeter sur un projet de reconversion externe en dehors de l'entreprise. Alors, on a un slide aussi sur je fais le point sur mon projet professionnel et je n'ai pas de projet défini. Le plus souvent, les personnes n'ont effectivement pas de projet défini. Elles sont dans l'entreprise, elles ont un métier qu'elles aiment. Ça a été leur projet de vie et je dois dire que modifier ce projet n'est pas forcément aisé. Par contre, il faut profiter de ce temps pour construire et élaborer ce nouveau projet professionnel. Et l'arrêt de travail sera un temps précieux pour pouvoir réaliser un bilan de compétences et de pouvoir voir dans quelle mesure celui-ci pourra être financé, soit dans le cadre de son compte personnel de formation, soit, pourquoi pas, avec l'appui de votre employeur qui pourra vous financer un bilan de compétences, voire la possibilité de réaliser une prestation spécifique d'orientation professionnelle qui est un bilan de compétences financé par la GFIP et dont le Cap emploi est prescripteur. À l'issue de ce bilan, vous pouvez tout à fait réaliser des stages d'immersion en entreprise. C'est ce qu'on appelle la PMSMP et qui va vous permettre en fait d'avancer sur votre projet, de valider votre projet professionnel et finalement de vous mettre en réalité sur ce projet et de pouvoir voir celui-ci me convient, celui-ci me convient pas, ou alors je réalise que j'ai peut-être pas forcément toutes les aptitudes, toutes les compétences. Ça vous permettra de voir quelles sont les compétences qu'il faut acquérir pour tenir ce nouveau métier, voire de réaliser effectivement que compte tenu de vos restrictions médicales, ce sera quand même peut-être difficile de trouver un emploi qui soit véritablement adapté à votre problématique santé. Des outils aussi qui vous permettent de travailler sur ce projet, on appelle des enquêtes métiers, qui vous permettront de voir effectivement quelle est la teneur du marché de l'emploi. Je souhaite m'orienter dans tel ou tel emploi ou telle ou telle activité. Est-ce que c'est source d'emploi ou pas? Et puis, c'est un temps également où il faudra se poser un certain nombre de questions. Est-ce que mon projet nécessite de nouvelles compétences qui nécessitent une formation préalable, alors une remise à niveau en maths, en français, ou alors vraiment une formation qualifiante et donc plus longue. Généralement, il faut compter 9 mois à 12 mois. Est-ce que j'ai envie de suivre une formation? Est-ce que je me sens à me retrouver dans un centre de formation? Est-ce que je suis capable de tenir une formation à temps plein? Et est-ce que je suis mobile? Ça, c'est aussi une question importante puisque votre projet, il n'y a peut-être pas forcément le centre de formation à 2 pas de chez vous ou en tout cas dans votre département. Donc, toutes ces questions, il faut être à même de se les poser au regard de son projet et de son contexte personnel. Voilà. Ou alors, est-ce que je préfère une recherche d'emploi directe parce que je me suis aperçue que à l'issue finalement de ce bilan, j'ai des compétences transversales ou transférables du fait de mes expériences professionnelles, extra-professionnelles, et que je suis tout à fait à même de rechercher un emploi qui me corresponde pour le futur. L'autre question à se poser et dont l'intérêt est d'avoir vu l'ensemble finalement de ces personnes, de ces partenaires, de ces médecins, c'est aussi de se dire quel temps je me donne pour réaliser mon projet. C'est pas quelque chose qui se réalise, in fine, très rapidement. C'est de la réflexion, c'est encore du temps, la mobilisation des outils, trouver l'organisme de formation, trouver des modalités de financement. Donc, est-ce que
En attendant de pouvoir affiner mon projet, est-ce que je suis prête à reprendre un certain temps mon activité pour finaliser mon projet professionnel? Ou est-ce que je refuse de remettre les pieds dans mon entreprise? Ou est-ce que d'ores et déjà, je sais que je vais être mis inapte et que je n'aurai pas du tout assez de temps pendant le cadre de mon arrêt maladie pour mettre en place mon projet de reconversion. Avec in fine l'obligation, la nécessité de prolonger cette réflexion avec un statut de demandeur d'emploi. Donc tous ces éléments, de toute façon, sont à évoquer avec le médecin du travail, l'assistante sociale de la CARSAT. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir évaluer avec vous le meilleur dispositif sur votre projet et notamment les conditions de financement. Alors, un autre point également, vous pouvez tout à fait avoir un projet de formation ou de création d'activité. Mais comme vous le disiez, Olivia, tout à l'heure, un CEP réussi, ce n'est pas forcément j'ai une formation, je rentre dans une formation. L'objectif, c'est aussi de vous aider à lever les freins et de vérifier la faisabilité de votre projet et projet qui peut être une recherche d'emploi direct. Donc, par contre, si vous avez un projet de formation ou de création d'activité, il est essentiel de pouvoir valider ce projet avec votre conseiller CEP pour vous aider effectivement à mobiliser les dispositifs de financement de la formation professionnelle. De vérifier les conditions de recevabilité. Et là, vous avez plusieurs possibilités finalement de faire financer votre projet de formation dans le cadre effectivement d'un projet de transition professionnelle. Et là, c'est l'intérêt de pouvoir rester en contact avec son employeur pour que celui-ci vous permette d'aller réaliser cette formation, voire de pouvoir établir une demande de prise en charge dans le cadre du dispositif démissionnaire, qui est un nouveau démissionnaire soumis à un nouveau dispositif soumis à des critères d'éligibilité assez stricts, de durée d'emploi précédent et surtout un travail sur la cohérence du projet de création d'activité. Par contre, effectivement, si ce projet est validé par la commission, ça vous permet Sabine, tu as coupé ton micro? Il s'est coupé tout seul. Bon, okay. C'est parce que j'ai bientôt fini. Parce qu'en fait, j'ai fini. J'avais quand même une précision que je me suis notée lorsque je voulais parler de l'assistante sociale et du médecin conseil. Je voulais juste vous signaler en fait que l'assurance maladie, de toute façon, établit un système de requête qui permet d'identifier les assurés qui sont en arrêt entre 3 et 6 mois. Et dans ce cadre-là, vous êtes susceptible déjà de recevoir soit une convocation auprès du médecin conseil, soit une invitation à rencontrer le service social. Ce que je voulais vous dire, c'est que l'assurance maladie, en tout cas, c'est dans le Grand Est, c'est le cas, n'envoie plus de convocation papier. Toutes les convocations sont réalisées au travers de votre compte Amélie. Donc, je vous engage vivement à ouvrir ce compte pour pouvoir effectivement rester en lien avec votre caisse. Voilà, je vous remercie. Je te laisse la main, Olivia. Merci, Sabine. Alors, je vais finaliser ce webinaire en vous présentant un exemple d'accompagnement que j'ai pu mener dans le cadre d'un CEP pendant un arrêt de travail. Alors, il s'agissait d'une salariée qui occupait un poste en boulangerie. Elle était chargée de la vente, de la mise en rayon, de l'entretien de la boulangerie, un poste assez polyvalent.
Lorsqu'elle me sollicite, donc elle est en arrêt de travail depuis quelques mois en raison d'un handicap moteur. Les médicaux, que ce soit son médecin du travail, ses spécialistes, sont peu favorables à une reprise au même poste parce que son handicap s'avère plus du tout compatible avec son poste de travail. Et puis d'autre part, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'autres postes compatibles avec son état de santé au sein de la boulangerie. C'est essentiellement des postes de vente. Donc voilà, pendant son arrêt de travail, elle commence à se poser des questions et à penser à la suite. Donc je l'accompagne dans un premier temps dans son souhait de faire la démarche auprès de la MDPH, de faire reconnaître son handicap, qui va lui permettre d'engager quand même un certain nombre de démarches par la suite. Alors, elle n'a pas de projet particulier, elle est en poste depuis un certain nombre d'années et elle était bien, ça se passait bien, c'était quand même un métier qui lui plaisait, même si elle sentait qu'elle fatiguait. Mais elle n'a jamais eu l'opportunité de s'imaginer ailleurs. Voilà, donc c'est vraiment une nouveauté pour elle. Donc on entame ensemble une réflexion sur un nouveau projet professionnel via des outils en interne d'aide à l'orientation. Donc je ne lui ai pas prescrit de bilan de compétences. On a fait le point sur ses compétences, sur l'expérience qu'elle avait pu avoir avant son poste de boulangère. Et petit à petit, on fait émerger un projet, donc celui de secrétaire assistant. Donc ensuite, il y a beaucoup d'étapes qui ont été nécessaires, c'est-à-dire qu'il a fallu quand même rechercher un organisme de formation, de vérifier que les dates étaient compatibles, n'étaient pas trop éloignées. Donc une fois que cet organisme de formation a été trouvé et qu'elle a été acceptée en formation, qu'elle a respecté les prérequis, il nous a semblé quand même nécessaire de tester le métier de secrétaire assistant en entreprise sur le terrain, toujours pendant l'arrêt de travail, afin de vérifier en quelques jours. Le stage a dû durer une semaine, hein, donc c'était une période de mise en situation en milieu professionnel, la PMSMP. Donc ça nous a permis de vérifier déjà d'une part si le métier lui convenait, lui plaisait, et puis d'autre part s'il était compatible avec son état de santé, ses restrictions, qu'elle n'était pas en difficulté. Et si jamais il y avait une difficulté qui était à noter, identifier des moyens de compensation qui pourraient être mis en place dans l'avenir afin de limiter ces contraintes. Donc la période de PMSMP s'est déroulée, comme je vous l'ai dit, pendant l'arrêt de travail. Ça a été validé en amont par le médecin conseil de la CPAM. Et puis, il s'est révélé positif puisque cette dame a souhaité concrétiser son projet professionnel et s'engager dans cette formation. Alors, tout n'était pas fini, il y avait encore un petit peu de chemin à parcourir, à savoir qu'on a dû monter un dossier de demande de projet de transition professionnelle. Il a fallu demander l'accord à son employeur, avec qui elle avait réussi à garder le lien. Donc, elle a demandé un congé, ce qu'on appelait avant le congé individuel de formation, afin qu'elle puisse mener cette formation en tant que salariée. Il a fallu aussi avoir l'appui du médecin du travail, qui n'émet aucune restriction, d'une part, à engager la formation et qui émet aussi un avis favorable sur le poste pour lequel elle se destine, d'assistant secrétaire. Donc, une fois que ce lourd dossier est constitué, il a été déposé et il a fallu attendre donc le passage en commission
qui s'est révélé positif puisque voilà, la réponse a été favorable. Donc dans ce cas-là, l'arrêt de travail a été stoppé. La personne a revu son médecin du travail qui donc l'a mis apte à reprendre, enfin à entamer sa formation. Il n'y a pas eu d'inaptitude, mais elle n'a pas fait cette formation donc en arrêt de travail. La formation a duré 8 mois, donc en alternant la pratique et la théorie et la pratique en entreprise. Donc elle a fait des stages. Et puis, une fois que la formation a été terminée, elle a revu son médecin du travail qui, inévitablement, l'a déclarée inapte. Mais voilà, elle a pu tout de suite après déclencher ses démarches d'insertion professionnelle. Et puis, à l'heure actuelle, donc, sa formation s'est terminée fin août et elle m'a annoncé qu'elle avait signé un CDD au sein d'une structure publique. Donc tout ça pour dire que voilà, l'objectif a été d'éviter une rupture dans son accompagnement au global, hein, depuis le début de son arrêt de travail jusqu'à sa réinsertion professionnelle. Elle a réussi à mettre à profit son arrêt de travail pour se projeter sur la suite. Et puis, lors de la rupture de son contrat, elle s'est retrouvée directement employable sur un poste en lien avec ses nouvelles compétences acquises lors de la formation. Et voilà, donc elle occupe un métier qui respecte ses restrictions médicales, même si un aménagement peut par la suite être envisagé, mais elle est moins en souffrance dans son emploi. Voilà. J'ai terminé pour cette présentation. Alors, vous pouvez donc nous trouver votre conseiller en évolution professionnelle sur l'adresse qui est indiquée sur le slide. Donc, je vous invite à vraiment vous rapprocher des professionnels de votre territoire qui vous apporteront toutes les réponses aux questions que nous avons pu soulever durant ce webinaire. Et puis, si vous avez d'autres questions en attendant, on est à votre écoute et on tentera dans la mesure du possible d'y répondre. Oui, s'il vous plaît, moi j'ai une question en lien avec les abondements liés au statut de travailleur handicapé. Vous avez, dans un slide précédent, abordé les différents outils, et notamment le CPF. Donc, il y a un abondement lorsqu'on est, je crois, reconnu travailleur handicapé. De la même façon, pour le dispositif de transition professionnelle, quel est-il cet abondement? Et enfin, vous avez abordé aussi la notion de validation des acquis. Par rapport à cela, existe-t-il justement aussi une majoration, un dispositif particulier par rapport au statut de travailleur handicapé? Je vous remercie. Alors oui, effectivement, le statut de travailleur handicapé vous permet déjà de bénéficier en fait de l'intervention du CAP emploi et de pouvoir avoir la mise en œuvre des aides financières concernant votre projet par la GFIP en fait. Concernant l'abondement effectivement sur le CPF, il y a eu un décret qui explique qu'il peut y avoir un abondement, mais de mémoire, je crois, de 800 €, mais là, je ne suis pas forcément au clair avec ça, qui vous permettent en fait de compléter finalement l'abondement classique de droit commun que tout salarié peut avoir. Concernant le financement de votre projet de formation, là aussi, les organismes de transition professionnelle qui, dans le cadre des commissions qui examinent votre dossier de projet de formation, qui va valider l'intérêt professionnel, il existe également un abondement supplémentaire dans le cadre d'une critérialisation, en fait, c'est-à-dire que les personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés et pour lesquelles il y a un risque d'inaptitude sur le poste de travail et qui s'engagent dans une formation professionnelle, il y a de facto une prise en charge du coût pédagogique de la formation par la GFIP.
Donc, c'est un critère important pour toutes ces personnes qui doivent, parce qu'elles n'ont pas forcément le choix, de se réorienter. Alors, concernant la VAE, je n'ai pas connaissance d'abondement spécifique. Et pour la VAE, excusez-moi, vers qui doit-on se tourner, s'il vous plaît? Quel est l'organisme vers lequel je dois m'adresser pour une validation des acquis? Je ne sais pas, Olivia, tu peux répondre? Oui, alors effectivement, le CIBC peut vous apporter cette réponse. Hein. Les conseillers en évolution professionnelle du CIBC peuvent accompagner. Après, vous avez un certain nombre d'organismes. Il faudrait regarder sur Internet déjà les organismes de formation en eux-mêmes, si vous voulez valider une formation spécifique, peuvent vous accompagner. D'accord, donc vous êtes en train de me dire, juste pour bien préciser, que si je m'oriente vers un diplôme et pour lequel je souhaite valider des acquis, finalement je m'oriente et je me renseigne auprès de l'organisme de formation, qui est donc jugé partie quelque part. Non, ils peuvent aussi vous orienter vers des structures adaptées. Alors, d'accord. Ouais. Il y a un webinaire apparemment sur la VAE. Mais le CIBC peut accompagner, oui. Ok, merci. Et une dernière question, je m'arrêterai là pour moi. Lorsque vous parlez de travailleurs handicapés, derrière, c'est juste pour comprendre, est-ce que la reconnaissance est nécessaire et suffisante ou faut-il aussi avoir un taux de handicap clairement identifié? Enfin, voilà, c'est juste par rapport à la notion de statut. Par rapport à un accompagnement Cap emploi? Oui, tout à fait. C'est-à-dire tout ce que vous venez d'évoquer en matière d'avantages et autres est lié au statut, enfin, ou à la reconnaissance auprès de la MDPH. Or, nous savons que les reconnaissances auprès de la MDPH peuvent aller d'une simple reconnaissance avec un taux très bas de handicap jusqu'à plus de 80% délivré par une carte d'invalidité. Donc, est-ce qu'il vous faut des justificatifs particuliers en fonction des prestations que vous avez présentées? Non, c'est à partir du moment où vous engagez la démarche, où vous êtes d'accord pour faire reconnaître votre statut de travailleur handicapé qu'on peut engager un accompagnement et que vous pouvez bénéficier de prestations liées à votre handicap. On va pas vous demander un taux que peut délivrer effectivement la MDPH, un taux d'invalidité. Il nous suffit simplement de cette reconnaissance qui n'est pas liée à un taux, mais vraiment sur les capacités restantes en fait à vous maintenir ou à rechercher un emploi en fonction de vos capacités. Oui, juste pour compléter cette histoire de travailleur handicapé, de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, il n'y a pas de taux. Contrairement à une idée reçue, on est travailleur handicapé ou on ne l'est pas. Mais le taux d'incapacité que fixe la MDPH est valable pour d'autres reconnaissances, mais pas pour la qualité de travailleur handicapé. Donc c'est oui ou non, la réponse. C'est pas un taux. Alors, du coup, j'en profite pour reprendre la main à propos de questions qui ont été posées dans le chat. J'ai répondu rapidement aux questions simples et j'en ai gardé un peu. Alors, je ne sais pas si on pourra répondre à toutes, mais je vais les prendre dans l'ordre. Donc, je vous cite une question d'Isabelle. Je vous la lis littéralement. Bonjour, je suis en arrêt de maladie depuis 10 mois. Je n'ai vu que le médecin du travail qui est en accord avec mes projets. Est-il nécessaire de consulter en plus le médecin de conseil et le médecin de la CPAM? Quelle est la différence entre ces deux personnes, s'il vous plaît? Alors, je vais reprendre un peu ce qu'a dit Sabine tout à l'heure sur les différents médecins. Le rôle du médecin du travail, il est unique, c'est de protéger votre santé au travail. Donc, quand vous dites que vous avez vu votre médecin du travail, qu'il est en accord avec votre projet, c'est déjà bien. Ça veut dire qu'il considère, lui, que votre projet professionnel est en adéquation avec votre problème de santé. Donc, ce n'est qu'un avis, mais c'est un avis extrêmement important pour la suite des événements. Alors, par contre, si vous êtes en arrêt de travail
et que vous voulez faire quelque chose pendant cet arrêt de travail, donc je ne reprends pas tout ce qu'ont dit mes collègues, hein, un CEP, une PMSMP, une formation, vous devez impérativement demander l'autorisation du médecin conseil de la Sécu. Alors, j'excuse nos amis du secteur agricole, on a parlé de la Sécu, mais il n'y a pas que la Sécu, il y a aussi la MSA, il y a même l'ENIM pour les marins, mais bon, on va dire Sécu au sens large. Donc, c'est bien le médecin conseil de la Sécu qui va vous autoriser ou pas à faire des choses pendant votre arrêt de travail. Puisque, je reprends ce qu'a dit Sabine, pour la Sécu, un arrêt de travail, c'est destiné à se soigner. Avant tout, c'est la cause essentielle de l'arrêt de travail. Donc, si vous voulez faire autre chose que vous soigner, il faut que la Sécu vous autorise à le faire. Et quand je dis la Sécu, c'est bien du médecin conseil. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question, mais il n'y a pas d'autre médecin à la CPAM que le médecin conseil, qui n'est pas exactement à la CPAM d'ailleurs, mais bon, je ne vais pas peut-être rentrer dans les détails. Alors, j'avais une autre question que je vais retrouver de Lutès. Oui, alors, qui posait la question, pour se former pendant l'arrêt de travail à d'autres fonctions que celles occupées, par exemple comme auto-entrepreneur, est-ce au médecin conseil de donner son accord? À qui en parler? Donc, ça revient à ma réponse précédente. Oui, c'est bien au médecin conseil de donner son accord, de la Sécu ou de la MSA. Alors, en qui en parler? Le problème, c'est que le médecin conseil, il ne donnera un accord que si on lui présente une demande précise. Par exemple, je vais faire une formation à la création d'entreprise qui dure du 15 novembre au 16 décembre. Et donc, en préalable à la demande auprès du médecin conseil, il faut que vous ayez déjà trouvé la formation, vu si vous pouviez la suivre, et trouver les financements de cette formation. À qui en parler? Ben, principalement, justement, à votre conseiller, et plus particulièrement, si vous êtes en arrêt de travail ou si vous avez un problème de santé, à votre conseiller Cap Emploi, tout simplement. Alors, entre-temps, depuis la fin, il y a eu d'autres questions. Alors, question toujours du même ordre. Faut-il un accord du médecin conseil pour effectuer un bilan de compétences? Oui. Si c'est pas dans l'arrêt de travail, oui. Alors, sur la VAE, donc effectivement, il y a bien un webinaire sur la VAE aussi dans le cadre de la semaine sur l'évolution professionnelle. Il y a aussi un site officiel qui s'appelle vae.gouv.fr sur lequel vous trouverez beaucoup d'informations. Alors, j'ai une autre question d'une personne qui me dit en arrêt depuis 11 mois, impossible de rencontrer un médecin conseil et aucune convocation jusqu'à présent. Comment faire pour avancer dans l'avancée de son projet professionnel? Alors, ça rejoint un peu ce que j'ai dit précédemment. C'est pas avec le médecin conseil que vous allez avancer dans votre projet professionnel. Ça, c'est bien le rôle de votre conseiller CEP et, encore une fois, dans cette situation, plus particulièrement, de votre conseiller Cap Emploi. Que le médecin conseil ne vous ait pas vu depuis 11 mois, alors il y a plein de raisons à ça. Hein. Souvent, justement, puisque, comme l'a dit Sabine tout à l'heure, le rôle du médecin conseil, c'est bien de contrôler si votre arrêt de travail est justifié ou pas. Souvent, il n'attend pas 11 mois avant de vous convoquer. Sauf si il a assez d'éléments dans votre dossier médical pour considérer que votre pathologie justifie largement un arrêt de travail de 11 mois et donc il n'est pas nécessaire de vous voir. Et vous n'avez pas besoin de le voir tant que vous n'avez pas quelque chose de précis à lui demander. Donc la bonne démarche, c'est de voir le médecin du travail d'abord, pour savoir ce qui va se passer si le médecin du travail il pense par exemple que vous n'allez pas pouvoir reprendre votre poste et qu'il faut vous reconvertir. Deuxièmement, de voir un conseiller Cap Emploi qui va vous aider à avancer dans votre projet professionnel, par exemple à monter un dossier de formation si nécessaire. Et enfin, au bout du compte, via
ou votre conseiller Cap Emploi, ou votre assistant social CARSAT, provoquer une rencontre auprès du médecin conseil s'il est nécessaire de lui demander un accord pour faire une formation pendant votre arrêt de travail, par exemple. Alors après, oui. Excusez-moi, juste une question par rapport à ce que vous venez de développer. Comment s'articule finalement le travail entre le médecin conseil et le médecin du travail? Enfin, est-ce qu'il y a quand même communication? Enfin, parce que c'est quand même je dirais, dans l'absolu, c'est un plan d'action partagé et commun. Est-ce que le médecin du travail communique avec le médecin conseil? Alors ça, c'est un sujet extrêmement délicat. Tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est les pouvoirs publics, l'État, les instances dirigeantes de la Sécu, travaillent pour que, justement, les médecins, tous les médecins, et notamment les 3 qui nous concernent dans cette affaire, médecins soignants, médecins du travail et médecins conseil Sécu, se parlent. Alors là, je ne vais pas vous raconter de bêtises non plus. Il y a des endroits où ça fonctionne, il y a des endroits où ça fonctionne pas forcément très bien. Mais c'est aussi le boulot des conseillers Cap Emploi, des assistants sociaux CARSAT, de faire le lien entre tous ces médecins et de faire en sorte que justement ils se parlent, ou ils se parlent entre eux, ou en tout cas ils arrivent à tenir un discours cohérent envers la personne pour que la personne puisse mener à bien ses projets. À côté de ça, mais ça aussi c'est très variable selon les territoires, il y a des instances, souvent départementales, autour du maintien dans l'emploi, où justement toutes ces personnes se rencontrent de manière régulière pour échanger des informations, soit des informations générales, soit dans certains départements carrément des informations sur certains dossiers particuliers. Et ces instances regroupent justement les médecins conseils, les médecins du travail, la CARSAT, la MDPH, la CPAM, les Cap Emploi, voire d'autres partenaires qui peuvent graviter autour de l'emploi et du handicap. Donc voilà, c'est pas une réponse, désolé, très précise, mais hélas, on n'est pas au bout de cette nécessité. Alors, je ne sais pas si on a encore un peu de temps devant nous ou pas. Alors là, j'ai une question étrange, parce que je ne suis pas sûr de bien la comprendre. Alors, la question elle-même n'est pas étrange, mais moi, je ne suis pas sûr de l'avoir bien comprise. Si on souhaite suivre une formation pendant son arrêt, le médecin conseil en informe l'entreprise et il y aurait une suspension du contrat de travail. Alors, la question ne se pose pas comme ça. C'est-à-dire que, là aussi, Sabine l'a dit tout à l'heure, hein, lorsqu'on est en arrêt de travail, par définition, son contrat de travail est suspendu. Donc, le fait de suivre une formation pendant l'arrêt de travail ne suspend pas plus le contrat de travail. Il est de toute façon suspendu. Et pendant qu'on fait cette formation en arrêt de travail, on continue à percevoir les indemnités journalières de la Sécu. Évidemment, si le médecin conseil Sécu est d'accord. Alors, est-ce que le médecin conseil en informe l'entreprise? Alors ça aussi, j'ai hélas pas de réponse toute faite là-dessus parce que ça dépend des endroits. Je sais que certains de CPAM l'ont systématisé, d'autres pas. Par contre, ce que je vais vous faire plutôt une réponse pratique. Bien sûr qu'il faut informer l'entreprise du fait que vous faites une formation pendant votre arrêt de travail. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans bien des cas, lorsque vous êtes en arrêt de travail, vous touchez certes les indemnités journalières de la Sécu, mais vous touchez aussi un complément de salaire, pas toujours certes, mais ça dépend des conventions collectives, mais vous touchez souvent en tout cas un complément de salaire de votre employeur ou de l'institution de prévoyance à laquelle cotise votre employeur. Donc, il paraîtrait un peu inconvenant de ne pas signaler à son employeur qu'on fait une formation pendant l'arrêt de travail. Il peut aussi y avoir
liaisons. Alors, on rentre là dans un domaine un peu plus juridique, mais il peut y avoir aussi des clauses dans votre contrat de travail qui fait que, par exemple, votre employeur prendrait très mal le fait que vous ayez faire une formation, et notamment le stage pendant la formation, chez un concurrent, alors que vous avez une clause de non-concurrence dans votre contrat. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas chercher le bâton pour se faire battre. Le mieux, lorsque c'est possible, c'est de prévenir l'employeur. Oui. Autre question qui vient d'être posée, laisser encadrer se fait forcément dans l'entreprise d'origine ou possible dans une autre entreprise? Les deux sont possibles. Ça peut être dans l'entreprise d'origine, ça peut être aussi dans une autre entreprise. Bon, c'est plus simple dans l'entreprise d'origine, au niveau administratif notamment, mais les deux sont possibles. Il y avait également une question, peut-on s'adresser à Cap Emploi même si on a un statut de fonctionnaire? Donc oui, on peut, le Cap Emploi accompagne tout type de public, issus, salariés ou fonctionnaires, voilà, quel que soit finalement le statut de l'employeur. Alors, comment contacter le médecin conseil ou les assistantes sociales? Alors, les assistantes sociales CARSAT, elles ont un numéro général. Alors, je suis en train de vérifier, mais il me semble bien que c'est le 3646, qui est le numéro de la CPM en fait. Hein. Donc, c'est le numéro de la CPM, le 3646. Et le standard vous orientera en fonction de votre demande. Alors après, là, du coup, il y a eu pas mal de questions depuis la fin de la présentation, donc je suis pas sûr d'avoir répondu à tout. Est-ce que certains veulent intervenir pour poser une question? Il y a eu pas mal de questions sur l'abondement CPF, oui. Notamment avec le statut. Bon, là, moi, je ne suis pas forcément en mesure d'y répondre, en fait, parce que je ne sais pas quel est le mécanisme, en fait, au niveau de ce compte-là. Certains expliquent ne pas avoir eu d'abondement spécifique à la reconnaissance, en fait. Alors oui, effectivement, moi non plus, honnêtement, je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. Je ne connais pas le détail des mécanismes. Alors, logiquement, de toute façon, alors, juste un point quand même peut-être plus général là-dessus. Il ne faut pas forcément se braquer sur le CPF. Globalement, le financement de la formation professionnelle en France, il est quand même relativement complexe. Il faut bien avoir une vision globale de tous les financements possibles. Et je rappelle en plus que le fait d'être reconnu travailleur handicapé ouvre droit aussi à des financements complémentaires, éventuellement de l'AGFIP notamment, ou du FIPHFP pour les fonctionnaires. Donc je pense qu'il faut prendre la question dans sa globalité et demander à votre conseiller CEP, quel qu'il soit Cap Emploi ou CIDC ou APEC, d'aller dans le détail de votre CPF à vous et de voir pourquoi il n'a pas été incrémenté. Alice, tu as peut-être une réponse à apporter? Oui, c'est ça, je vais essayer d'apporter un petit complément. Alors, j'ai pas énormément d'informations là-dessus, mais effectivement, depuis juillet, les personnes ont la possibilité de s'adresser à leur CEP pour bénéficier des abondements dans le cadre du compte pénibilité et des abondements accident de travail, maladie professionnelle. Donc là, nous, on est en train de former tous nos CEP en Nouvelle-Aquitaine sur ce dispositif d'abondement. Mais grosso modo, effectivement, ils auront des manipulations à faire et le livrable que les CEP rédigent devront étayer la nécessité d'avoir accès à l'abondement des 7 500 € si c'est bien de cet abondement-là dont on parle.
Donc c'est en train de se mettre en place, mais c'est vrai que c'est très récent, c'est pour ça que je vois c'est encore opaque. Effectivement, ça démarre et la Caisse des dépôts commence à peine à nous donner des informations sur la manière de procéder. Mais voilà, dans tous les cas, on sait qu'il y aura des étapes et que le livrable, la synthèse que le CEP devra rédiger devra bien expliquer en quoi le projet est tout à fait cohérent par rapport aux contraintes de santé. Et ensuite, les documents seront à envoyer à la Caisse des dépôts via l'appli CPF, via le compte CPF pour bénéficier des abondements. Merci Alice. Donc voilà, je suis désolé, on n'est pas super précis parce que tout ça, vous l'avez compris, tout ça est en train de se mettre en place et on n'a pas forcément toutes les informations techniques encore. Excusez-moi, pouvez-vous nous rappeler, dans le cas d'un projet de transition professionnelle pour une personne en situation de handicap, si elle doit s'adresser de fait à Cap Emploi et à GFIP, enfin Cap Emploi ou je dirais le binôme, ou est-ce qu'on passe par l'organisme classique, le CEPIR, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, traditionnel? Alors, voilà, excusez-moi, je me suis peut-être mal exprimée. Le fait d'être en situation de handicap ou en tant que tel, dans le cas d'un projet de transition professionnelle, est-ce que ce projet doit être présenté à Cap Emploi et à GFIP associé, ou est-ce qu'on s'oriente vers le CEPIR classique du salarié, quoi? Merci. Alors, le projet de transition professionnelle, de toute façon, il est effectivement accordé par la CEPIR, la commission paritaire, je ne sais plus ce qu'elle veut dire, enfin une commission paritaire en tout cas, qui siège au sein de Transition Pro, si vous voulez, et qui accorde, qui est une commission paritaire donc avec des partenaires sociaux, des représentants d'employeurs et de salariés, et qui accorde le contrat de transition professionnelle. Lorsqu'on est reconnu travailleur handicapé, et c'est l'un des intérêts d'ailleurs d'être reconnu travailleur handicapé. Alors ça peut varier selon les régions, mais dans la plupart des régions, il y a une convention entre Transition Pro et la GFIP qui fait qu'il y aura un cofinancement Transition Pro à GFIP et donc qui augmente en quelque sorte vos chances de voir la CEPIR vous dire oui. Tout simplement parce que le dossier coûte moins cher à Transition Pro. Alors, à qui vous adressez? À votre conseiller Cap Emploi, de toute façon. Ou à votre conseiller CEP classique, CIBC aussi, qui peut gérer ça. Mais de toute façon, ni Transition Pro ni la GFIP n'accompagnent les personnes. Ceux qui accompagnent les personnes, ce sont les conseillers CEP, et plus particulièrement pour les travailleurs handicapés, les Cap Emploi. Voilà, est-ce que j'ai bien répondu à votre question ? Ok, donc on me répond par écrit que c'était bon. Alors oui, je vois qu'il y a eu une réponse en ligne qui est la bonne d'ailleurs à une personne qui posait la question est-ce qu'il faut être reconnu travailleur handicapé pour avoir un accompagnement Cap Emploi. Alors pas forcément. Il faut, je vais dire les choses le plus simplement, il faut être prêt à se lancer dans la démarche. C'est-à-dire qu'il faut être d'accord pour demander à être reconnu travailleur handicapé par la MDPH. Après, que la demande soit en cours ou qu'elle soit finalisée, c'est pas grave. On ne va pas vous demander d'attendre la paperasse pour commencer à travailler avec vous si vous avez besoin d'un accompagnement et que votre état de santé le nécessite. J'aurais apporté une précision aussi. On a beaucoup parlé d'arrêt de travail et de handicap, et on est bien d'accord que ce n'est pas la même chose. Et il y a des tas de gens, heureusement pour eux d'ailleurs, qui sont en arrêt de travail, mais qui ne relèvent pas du handicap, tout simplement parce que les soins vont faire leur office et qu'à la fin de leur arrêt de travail, ils seront parfaitement guéris et parfaitement capables de reprendre leur poste. Et donc, ils ne sont pas, évidemment pas concernés par une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Bon, j'enfonce une porte ouverte, mais parfois, c'est pas plus mal. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Alors, je crois qu'on peut mettre fin à ce webinaire. On a largement dépassé le timing. Ah, on a une autre question. Ah oui. Donc pour CEP, il n'est pas nécessaire de demander l'autorisation au médecin conseil. Bah... Est-ce que... Alors, ça aussi, c'est une vieille question. Alors, je pense qu'il y a des pratiques aussi un peu différentes selon les départements. En théorie, non, parce qu'un CEP, c'est quand même pas non plus quelque chose qui est à temps plein sur des semaines, quoi. De même que vous ne demandez pas l'autorisation du médecin conseil pour aller, je sais pas, faire vos courses, et ça vous prend une demi-journée peut-être aussi. Après, rien n'empêche de le demander si vous voulez vous sécuriser et faire en sorte que vous n'ayez aucun problème avec la Sécu. Rien n'empêche effectivement d'informer ce médecin conseil par courrier ou de voir une assistante sociale qui pourra faire le relais. Mais c'est surtout aussi voir avec le médecin traitant par rapport aux horaires de sortie et avoir l'autorisation de sortie. Donc, bien informer aussi le médecin traitant de ce qui est mis en place et de la possible récurrence de certains entretiens avec son conseiller CEP. Enfin, récurrence, c'est peut-être pas forcément toutes les semaines non plus. Voilà. Après, ça peut être intéressant de le prévenir, ne serait-ce pour qu'il sache qu'il y a des actions qui sont engagées pendant l'arrêt de travail et que la personne cherche à agir aussi. Ça peut être un point positif. Donc, réponse à Roberta qui vient de poser une question. Donc, la réponse est oui. Donc, si on est en arrêt de travail, il convient de suivre la démarche qui a été présentée, consulter le médecin du travail pour voir ce qui va se passer, et puis l'assistante sociale et Cap Emploi si on pense être en situation de handicap. Monsieur ou Madame Létain, C'est Madame. C'est Madame. On vous écoute. C'est pour compléter du coup la réponse pour savoir si on peut démarrer en activité pour prévenir notre conseil. Moi j'ai démarré, je ne peux pas me déplacer, donc je fais du coup en téléphonique. Et comme je suis en lien avec de la sécurité sociale, du coup on a expliqué que il n'y avait pas besoin d'autorisation. Et dans la constitution du coup du dossier, du coup, mettre le projet au médecin conseil, ce serait un élément qui serait rajouté. Alors, je suis désolé, on vous entend très 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 mal. Je ne sais pas si les autres ont entendu. En tout cas, moi, je vous entendais mal. Olivia ou Sabine, vous avez entendu? Non, pas bien. Non, je suis désolé, on va répondre à côté. Donc, si vous pouvez la poser par le chat, si c'est possible. Je vais faire ça. Et j'en profite pour signaler une réponse de Faten Sali à propos de la majoration CPF pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc, les employeurs font cette déclaration via la DSN, la déclaration sociale nominative. C'est-à-dire que c'est la déclaration que font tous les employeurs, en fait, quels qu'ils soient, de tous leurs salariés auprès des assureurs sociaux. Alors, et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler ça, c'est que donc pour que l'abondement ait lieu, il faut que les employeurs déclarent à travers la DSN. Et donc, pour que les employeurs déclarent à travers la DSN, il faut que le salarié ait signalé à son employeur qu'il était travailleur handicapé. Alors, je ne sais pas si on l'a dit avant, mais
certains pensent que leur employeur est forcément au courant. Eh ben non, pas du tout. Il n'est au courant que si vous le lui dites. Et donc, si vous ne lui dites pas, eh ben, personne ne saura que vous êtes travailleur handicapé, puisque, en fait, le seul organisme qui sait que vous êtes travailleur handicapé, c'est la MDPH, et la MDPH n'a pas le droit de divulguer des informations à l'extérieur. Et ce que vous dites là, c'est aussi valable pour les employeurs côté salarié que public? Ah oui. Oui, d'accord, merci. Ah oui, oui. Oui, donc Madame Létain, qu'on entendait mal, a posé sa question par écrit, enfin, ou a en tout cas apporté son témoignage par écrit. Donc effectivement, elle a juste informé l'assistante sociale de la Sécu qui fait le relais, mais elle n'a pas demandé l'autorisation du médecin de conseil pour le CEP. Effectivement, c'est pas... Enfin, si vous voulez, la limite du truc, encore une fois, c'est le contrôle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un contrôleur de la Sécu peut se présenter chez vous parce que vous êtes en arrêt de travail pour voir si vous n'êtes pas à la pêche ou si vous n'êtes pas en train de travailler au noir ailleurs. Il y en a du contrôle comme ça de la part de la Sécu, c'est normal. Hein. Donc vous, il faut que vous puissiez justifier ce que vous faites. Alors comme disait Sabine tout à l'heure, l'important c'est de veiller à ce que vous ayez des autorisations de sortie sur votre arrêt de travail et que vous alliez au CEP dans ce cadre-là. Bon, évidemment, compte tenu du fait qu'un CEP, encore une fois, c'est pas du tout un truc à temps plein, vous auriez vraiment pas de chance si vous étiez contrôlé à ce moment-là, mais voilà, il n'y a pas de réponse simple à cette question, quoi, s'il faut ou il faut pas. Il y a une tolérance, mais on est dans l'ordre de la tolérance. La tolérance, c'est que vous pouvez, oui, vous pouvez aller faire vos courses, vous pouvez aller chercher vos mômes à l'école, vous pouvez faire un CEP, tant que ça prend pas des proportions trop importante, et tant que la Sécu n'a pas le sentiment que vous vous foutez d'elle, en gros. Donc c'est un peu subtil hein, comme positionnement, mais c'est la réalité. Oui, effectivement, en plus, complément d'information qui est fortement pertinent par les temps qui courent, beaucoup d'opérateurs font aussi du CEP en visio, en partie, en tout cas. Si vraiment vous ne pouvez pas sortir de chez vous. Il y a des gens aussi pour lesquels ni le médecin conseil, ni le médecin traitant d'ailleurs, ne vont accepter qu'elle aille faire un CEP, tout simplement parce que leur pathologie fait que il est dangereux pour elle de les exposer à un risque. Je me souviens, moi, avoir reçu il y a longtemps une dame qui venait me voir parce qu'elle avait un projet de reconversion. Ok, donc elle voulait faire une petite formation de 15 jours pour compléter son profil. Pas de problème, on lui trouve le financement. Et là, je demande l'autorisation. Avant de demander l'autorisation au médecin conseil, je demande l'autorisation au médecin traitant. Et le médecin traitant me répond, il n'est pas question que cette dame, qui était en face de moi en plus, mette les pieds hors de chez elle. Pourquoi? Parce qu'elle avait une maladie qui la rendait immunodéprimée, ce qui fait qu'au moindre rhume, au moindre petit virus qui circulait, ça l'aurait mis complètement par terre. Et elle ne me l'avait pas dit, évidemment. Donc il y a des cas aussi où médicalement, le médecin conseil, mais aussi le médecin traitant, peuvent s'opposer à ce que vous sortiez de chez vous. Alors, je vois la personne à qui j'ai répondu tout à l'heure à propos de la rémunération, donc il réitère sa question. Pour suivre une formation, le médecin conseil doit donner son accord, mais il informe l'entreprise et il n'y aurait plus de complément de salaire versé. Si, bien sûr. Alors, je me suis peut-être mal exprimé, mais si.
Si vous êtes en arrêt de travail, donc ça veut dire que votre médecin traitant a signé un arrêt de travail, la Sécu, tant que le médecin conseil n'est pas contre, la Sécu vous verse des indemnités journalières et l'employeur continue à faire son office, c'est-à-dire si la convention collective le prévoit, continue à verser le complément de salaire, que vous fassiez une formation ou pas. Mais à condition qu'il soit quand même d'accord, qu'il n'y ait pas une incompatibilité, notamment dans le cadre de clauses de non-concurrence, par exemple, entre le fait que vous fassiez une formation ou une PMSMP et le fait que vous soyez en arrêt de travail. Donc, est-ce qu'on a répondu à peu près toutes les questions ou... Je suis en train de les reparcourir, mais bon, à peu près, je pense qu'on a à peu près répondu à tout, je l'espère en tout cas. Sinon, je vous invite, si vous avez des questions sur ces sujets-là, à vous rapprocher de vos conseillers Cap Emploi, des Cap Emploi de vos départements, puisqu'il y en a dans tous les départements. De France, de Navarre et d'Outre-mer. Donc on clôt. Allez. Ouais, peut-être. Merci beaucoup. J'espère que les informations données vous ont été utiles. Voilà. Et à bientôt. Merci pour votre Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup et bonne fin de journée à tous.